procureur de Grenoble annonce la découverte du corps de Maëlys. Tout s'est déroulé à huis clos dans cette salle des faits, sur ce parking, et personne n'a rien vu. Une enfant a disparu. Une enfant a disparu. Le fait qu'on ait retrouvé de l'ADN de l'enfant dans le véhicule de M. Lelandais, c'était signé. Nandal Lelandais a une telle personnalité, on ne réussit pas à le faire parler tant qu'on ne lui apporte pas un élément de preuve accablant. Une micro-gouttelette de sang va faire émerger la vérité. Il a effectivement indiqué que la mort de Maëlys était une mort accidentelle. Là, c'est une preuve accablante. C'est plus la présence de Maëlys dans la voiture, c'est la présence de Maëlys blessée ou peut-être morte déjà dans le coffre. Est-ce que cet homme n'est pas potentiellement impliqué dans d'autres dossiers? Est-ce qu'on n'a pas affaire à un tueur en série? On est des parents, on est une famille normale, on ne sait pas gérer ce genre de choses. Je sais que je m'attends au pire, je sais, mais je dois savoir. Et je ne lâcherai pas. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film de policier. C'est Seven, là, en ce moment. C'est un film d'horreur, là. On est dans une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Les mariés, ce sont Anne-Laure et Eddy, des jeunes de la région. C'est la fête totale. Il y a des gens qui sont venus d'autres régions, qui étaient aussi des enfants du pays. On danse, c'est une soirée assez alcoolisée, on discute. Et puis à un moment donné, il y a une annonce qui est faite par le DJ. Le DJ prend le micro et dit aux invités qui restent, voilà, une petite fille a disparu, elle s'appelle Maëlys, on n'arrive pas à la trouver, aidez-nous à la chercher, il faut faire quelque chose. On arrête la fête. Là, les gens se disent, il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer. Samedi 26 août 2017, Maëlys, une petite fille de 9 ans, vient de disparaître. La centaine d'invités présentes cette nuit-là n'a rien vu. Rien entendu. En quelques minutes, il y a une chape de plomb qui s'abat sur la fête. Dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, l'angoisse monte. On ne retrouve pas Maëlys et donc là, l'inquiétude monte, des gens sont bouleversés, certains commencent à pleurer et là, les proches de Maëlys se décident à appeler les gendarmes. Lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, ils ne perdent pas une minute pour rechercher Maëlys. Elle a pu aller se promener, elle a pu faire un malaise, elle a pu être renversée par une voiture un peu plus loin, elle a pu se perdre. Donc évidemment, les gendarmes ne privilégient aucune hypothèse, ils prennent simplement l'affaire très au sérieux. L'idée, c'est de retrouver au plus vite cet enfant. Mais très vite, les recherches ne donnent rien. C'est alors que l'affaire va prendre une toute autre tournure, bien plus inquiétante. On rentre dans une autre phase, dans une phase d'enquête. Les gendarmes, torche à la main, vont ouvrir tous les coffres des voitures, en se demandant si la petite Maëlys n'est pas là, si parmi les 180 personnes, il n'y a pas un kidnappeur. Alors, comment Maëlys a-t-elle pu disparaître, se volatiliser en quelques minutes? Pour Jennifer et Joachim, les parents de la petite fille, le monde s'écroule. Alors les parents de Maëlys, ils sont catastrophés, ils sont entourés par leurs proches, la maman est en pleurs, le papa est effondré. Voilà, ce sont des parents qui sont dans l'incompréhension. Comment Maëlys a-t-elle pu disparaître, se volatiliser comme ça en quelques minutes? Ils ne comprennent pas, c'est l'incompréhension, la stupeur, le choc. Une petite fille qui disparaît lors d'un mariage, l'affaire va émouvoir la France entière. D'autant qu'elle va faire ressurgir toute une série de disparitions inquiétantes. Le lendemain du mariage, le jour se lève sur Pont-de-Beauvoisin. Maëlys a disparu depuis 4 heures maintenant.
on n'a rien. Donc on cherche tout. On cherche tout. Et là, il convient vraiment de se structurer, de s'organiser, parce qu'on considère quand même que l'affaire est d'une extrême gravité. Les gendarmes commencent par interroger les voisins et fouiller systématiquement tous les jardins et les maisons environnantes. Pour eux, tout le monde est un suspect potentiel. Voici Florence Bonnet. Elle habite la maison la plus proche de la salle des fêtes. Son balcon donne directement sur le parking. Elle se souvient parfaitement de ce qui s'est passé la veille, juste sous ses fenêtres. Pendant ce mariage, les enfants sont restés vraiment très près de la salle des fêtes, probablement même derrière, parce qu'on en a très peu vu jouer sur ce parking. Et en tout cas, il n'y en a aucun, dans l'après-midi en tout cas, qui est sorti à l'extérieur de l'enceinte, vraiment de la salle des fêtes, quoi. Après, la nuit à 3 h du matin, là évidemment, on ne sait absolument rien de ce qui a pu se passer. Florence Bonnet était aux premières loges. Alors forcément, pour les gendarmes, c'est un témoin de premier plan. Ils vont même la soupçonner. C'est pourquoi ils entament une fouille de sa maison, de fond en comble. Quand ils sont entrés, ils ont ouvert les placards, ils ont ouvert le grenier, tout ça, pour voir si elle avait été enfermée ici. C'est vrai que nous, on est tellement proche de la salle des fêtes que s'il y avait eu, en dehors du gardien qui est encore plus proche, on était à peu près les seuls susceptibles d'avoir vu ou entendu quelque chose. Pascal, le gardien de la salle des fêtes, va lui aussi être dans le collimateur des enquêteurs. Car il était sur place toute la nuit et sa maison se trouve juste devant l'entrée du parking. Donc logiquement, on peut se demander s'il a vu quelque chose, entendu quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait cette nuit-là. Les gendarmes fouillent sa maison et ses 2 voitures, mais ils ne trouvent rien. Le gardien, lui, explique que pendant la disparition de Maëlys, il dormait, que ce sont les gendarmes eux-mêmes qui sont venus le réveiller, qu'il n'est au courant de rien, qu'il n'a rien vu, rien entendu. Et après les multiples questions des enquêteurs, les gendarmes se rendent compte effectivement que cet homme, a priori, n'a absolument rien à voir dans cette disparition. Faute de pistes, les gendarmes font appel à des chiens spécialisés dans la recherche des personnes disparues. 3 bergers malinois et leur maître sont dépêchés sur place. Mais pour retrouver la trace de la petite fille, les chiens ont besoin de sentir son odeur. Alors les gendarmes utilisent les grands moyens. Il y a urgence, parce qu'il suffit qu'il pleuve, les traces peuvent disparaître. Donc les gendarmes ont ramené en hélicoptère le doudou de Maëlys pour que le chien puisse renifler immédiatement l'odeur de cet enfant et rechercher cet enfant. Et les chiens vont retrouver la trace de Maëlys. Seulement, elle s'arrête à un endroit précis, pour le moins inquiétant. La dernière fois où il l'aurait senti, ce serait là. Voilà, tout à fait, oui. À peu près vers le grillage. Ce qui veut dire probablement que cet enfant est parti en voiture du parking. Qu'est-il arrivé à Maëlys? Avec qui est-elle partie? 10 heures après la disparition de la fillette, ses parents Jennifer et Joachim prennent conscience de la gravité de la situation. Rien ne les prédisposait à être confrontés à des faits d'une telle gravité. Ils sont évidemment désemparés, ils sont aussi spectateurs parce qu'ils ont bien compris que des moyens importants étant déployés, l'affaire est prise au sérieux par la gendarmerie et effectivement ils sont d'une certaine manière désarmés. Et plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Mais les parents s'accrochent. Quand vous avez un enfant, qui plus est, qui n'est pas retrouvé, vous vous dites, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un enlèvement, mais elle est quelque part, séquestrée, mais encore vivante. Maëlys, sa grande sœur Colline et leurs parents habitent ici, à Mignot-Villard, un petit village du Jura, à 3 heures de route de Pont-de-Beauvoisin. Et dans la vie de cette famille, évidemment, rien ne laissait présager un tel drame. Jennifer et Joachim sont originaires de Pont-de-Beauvoisin. Simplement, ils sont installés il y a 2 ans et demi dans le Jura pour les besoins de leur vie professionnelle. Jennifer, qui était ouvrière, a repris ses études pour devenir infirmière. Elle est infirmière à Pontarlier. Joachim, lui, quelqu'un de très simple, qui est ouvrier. Et c'est un couple qui s'est concentré, comme beaucoup de Français,
sur ses enfants, Colin, qui est la plus grande, et puis la petite Maëlys, dont on connaît tous le visage, ses yeux noisettes, cette longue chevelure brune, qui est la petite dernière. C'est une fille très simple, avec des goûts de jeunes filles d'aujourd'hui, jouer les animaux, et puis elle est très attachée forcément à ses amis et surtout à ses parents. À Pont-de-Beauvoisin, la disparition de Maëlys est sur toutes les lèvres. Dans ce village de 3500 âmes, où tout le monde se connaît, les habitants se demandent qui a bien pu enlever la petite fille. C'est vrai qu'on est une région en fait où, heureusement, il n'arrive jamais ça. Où est l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? On se met à la place des parents. C'est invivable. Et puis là, il va commencer à avoir des regards suspects vers ces 180 invités. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est, parmi ces 180 invités, quelqu'un sait quelque chose? Les gendarmes réquisitionnent la mairie de Pont-de-Beauvoisin pour entendre tous les convives. Les photos et les vidéos du mariage sont confisquées. Il faut retrouver tout le monde et entendre tout le monde sur son emploi du temps, à quelle heure vous êtes arrivé, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier, est-ce que quelqu'un a eu un comportement particulier avec Maëlys, avec qui elle était, etc. etc. L'intérêt, si vous voulez, de ce type d'audition, c'est de pouvoir ensuite effectuer des recoupements. On avait beaucoup de témoins et on ne comprend pas qui a fait le coup. Et c'est en recoupant les déclarations des uns et des autres qu'un suspect va émerger. On a 249 témoignages qui concordent. Et dans ces témoignages, il y a un individu qui revient assez régulièrement, et ce garçon s'appelle Nordal Lelandais. Les gendarmes l'identifient d'ailleurs sur cette photo du mariage. Il porte un bermuda blanc. Et il y a quelque chose qui intrigue les enquêteurs, c'est l'étrange proximité que Nordal Lelandais aurait entretenue avec Maëlys pendant la soirée du mariage. On sait qu'il ne la connaissait pas. Il a 34 ans, elle en a 9. Il lui a montré des photos sur son téléphone portable. Ils ont pas mal discuté tous les deux. Et ça a intrigué la maman, ça a intrigué un certain nombre de convives. D'ailleurs, lors de son audition, la mère de Maëlys a alerté les gendarmes sur un détail troublant. Voici ce que la fillette est venue dire à sa maman au cours de la soirée. Maëlys lui dit « Viens, on va voir mon copain qui a les chiens ». Le fait que la petite Maëlys désigne cet individu comme son copain, ça laisse penser qu'il y a eu des échanges entre cet individu et la petite Maëlys. Étrange. Car lorsqu'il a été auditionné, comme les autres convives, Nordal Lelandais n'avait pas parlé de Maëlys, ni des échanges qu'il aurait eus avec elle. Lorsqu'il est entendu pour la première fois, comme tous les participants de ce mariage, lui n'évoque absolument pas cette proximité avec Maëlys. Plus inquiétant encore, Nordal Lelandais n'avait pas dit qu'il s'était absenté plusieurs fois du mariage. Il y a certains témoignages qui disent qu'il a quitté la soirée à plusieurs reprises. Visiblement, il a oublié ce petit détail au niveau des gendarmes. Donc voilà, c'est des petits éléments comme ça qui, mis bout à bout, commencent à intriguer les enquêteurs. Alors, qui est cet homme qui se serait entretenu avec la petite Maëlys? Très vite, les gendarmes parviennent à dresser un portrait peu flatteur. C'est quelqu'un de la région qui habite un petit village très proche de Pont-de-Beauvoisin qui s'appelle Domessin, qui est en Savoie. C'est un ancien militaire. Il était au 132e bataillon de Suippes, un bataillon qui a une unité cynophile. Et puis ça va pas très bien se passer dans cette unité militaire. Il a été remarqué à plusieurs reprises comme consommateur de stupes à l'intérieur de la caserne. Regardez ces images. Elles ont été postées sur Facebook par Nordal Lelandais. L'homme a 32 ans et semble avoir deux passions, la moto et les chiens. Allez. Il en possède deux. À sa sortie de l'armée, l'homme retourne vivre chez ses parents. Il tente de monter une entreprise de dressage canin sans grand succès. Il a un côté un peu kéké, un peu rouleur.
Ça c'est bon! Il fait de la boxe thaïlandaise, il aime les motos, il aime les voitures qui vont vite et qui font du bruit. Nordal Lelandais aime le risque et les sensations fortes. Et il n'hésite pas à se vanter sur Internet de ses petits délits. De vous montrer comment on fait pour pas payer le péage. Avance, connard! Voilà. Donc, il y a des flics sur là-bas. Ce qu'on était en train de dire, on fait ça bien sûr à côté de nous. Entre nous et vous, tout va bien. Regardez, ce beau soleil. 30 € de péage économisé aujourd'hui. Voilà. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Mais les gendarmes découvrent que l'ancien maître chien a aussi commis des écarts bien plus graves. Il figure à son casier judiciaire une condamnation. En 2009, il est condamné à 1 an de prison. Nordal Lelandais et 2 complices ont été condamnés pour avoir cambriolé ce restaurant au bord du lac de Paladru, à une demi-heure de Pont de Beauvoisin. Pour effacer leurs traces, les 3 voleurs n'ont pas hésité à mettre le feu avant de s'enfuir. Tous ces exploits font que Nordal Lelandais a donc plutôt mauvaise réputation dans la région. Et cela va servir l'enquête sur la disparition de Maëlys, car des gens vont le reconnaître et vont parler. L'un des participants au mariage va par exemple expliquer aux gendarmes que le lendemain des noces, il a aperçu Nordal Lelandais nettoyer méticuleusement sa voiture dans cette station de lavage. Alors les gendarmes m'ont appelé, je me suis mis à leur service pour leur ouvrir ma station, donc ils m'ont expliqué qu'ils avaient besoin de mes services pour récupérer mes bandes vidéo et faire des prélèvements sur les poubelles. Et ils ont pris des prélèvements dans les aspirateurs, ainsi que les filtres. Et c'est vrai que quand ils regardent la vidéo, ils s'aperçoivent que ce suspect a nettoyé sa voiture pendant 2h17, où il nettoie l'intérieur de son véhicule. De toute la carrière des gendarmes, ils n'ont jamais vu ça. Donc ils se disent qu'il avait vraiment quelque chose à cacher. Pour les gendarmes, Nordal Lelandais est forcément impliqué dans la disparition de Maëlys. Et si l'homme a nettoyé aussi soigneusement sa voiture, c'est selon eux pour effacer les empreintes que la fillette aurait laissées. 4 jours après la disparition, Nordal Lelandais est placé en garde à vue. Et les enquêteurs abattent leur carte maîtresse. Ils confrontent Lelandais aux images filmées par les caméras de surveillance. Et voici ce que le suspect répond. J'ai nettoyé ma voiture parce que je suis très méticuleux. Je dois vendre ma voiture. Je mets habituellement mes chiens dans la voiture, donc avec ce que ça comporte, de poils, de patins. Donc, effectivement, j'ai pris beaucoup de soin à nettoyer ma voiture. Voilà. La vente devait se faire dans la semaine. Moi, j'ai voulu mettre ma voiture au propre. On a entendu une personne qui est connue de M. Landais et qui a attesté devoir lui acheter sa voiture. L'explication donnée par Nordal Lelandais semble donc valable. Seulement, il y a un détail qui ne colle pas. Pourquoi a-t-il emporté avec lui les lingettes qui ont servi à nettoyer sa voiture plutôt que de les jeter? Pour les gendarmes, voici la preuve que l'homme a cherché à effacer des traces. Et ce n'est pas tout. Nordal Lelandais a des griffures aux bras et aux jambes, et cela intrigue les gendarmes. Monsieur Lelandais avait effectivement une griffure sur le haut du bras et sur le bas de la cuisse. Mais je peux dire, pour l'avoir vérifié de mes yeux, que ces griffures étaient à peine visibles, en tout état de cause, sans aucune mesure, avec une griffure qui aurait pu être faite par ce qu'est une griffure, c'est-à-dire quelque chose qui est fait avec un ongle. L'explication qu'il apporte là aussi, qui consiste à dire ces griffures, elles ont pu m'être faites lorsque j'ai taillé les framboisiers, je crois, chez ma mère, elle est plausible. Nordal Lelandais a réponse à tout.
Mais au fil de leur enquête, les gendarmes accumulent des éléments qui pourraient laisser penser que l'homme a joué un rôle dans la disparition de Maëlys. Par exemple, des témoins disent qu'il s'est absenté de la salle des fêtes plusieurs fois au cours de la soirée. Où était-il et pourquoi faire? Je suis rentré chez moi pour me changer. Il déclare avoir taché son short avec du vin. Il va changer de short. Il n'y a rien de très exceptionnel à ça. Là où ça se complique, c'est quand on lui dit « mais où est passé le short ?» Et encore une fois, Nordal Lelandais a une explication. En face de chez moi, il y a une poubelle. Là où je me gare, il y a une poubelle. C'est 2h du matin, je suis tout seul, c'est tout nuit, il n'y a pas de voisin. Je quitte mon short, je le mets à la poubelle, je rentre chez moi, j'en mets un autre. C'est une explication qui peut paraître bizarre dans le contexte donné, mais qui, en d'autres temps et dans d'autres contextes, pourrait paraître d'une grande banalité. Les enquêteurs ne retrouveront jamais ce short, mais il leur reste une dernière carte à jouer. Le lendemain du mariage, Lelandais a résilié sa ligne de téléphone portable. Et cela pose question. A-t-il voulu faire disparaître l'historique de ses appels la nuit de la disparition de Maëlys? Il indique que ce téléphone est quelque peu défectueux, qu'il lui arrive assez régulièrement de se couper tout seul, sans savoir pourquoi ni comment. Donc il a résilié purement et simplement la ligne, sauf que c'est la ligne habituelle, c'est la ligne dont il se servait tout le temps. Il y a quand même un problème parce que ça marchait tout le temps avant et le lendemain de la disparition de Maëlys, subitement ce téléphone ne marche plus, quoi. Malgré la résiliation de la ligne, les enquêteurs ont fait une découverte capitale. Dans l'historique des appels, ils s'aperçoivent qu'au moment où tout le monde recherchait Maëlys, Nordal a reçu 4 appels d'un ami, un certain Ludovic. Ludovic était le témoin des mariés. C'est Ludovic qui a proposé à Nordal Lelandais de venir à cette fête, à cette soirée. Ludovic est donc interpellé et placé en garde à vue. Je pense que l'inquiétude des enquêteurs à ce moment-là, c'est ces appels sont-ils de nature à établir une complicité de l'intérieur et ils veulent aller vite et il faut véritablement que tout le monde donne tout. Ludovic reconnaît avoir appelé Nordal Lelandais à 4 reprises, mais il est tombé à chaque fois sur le répondeur. En effet, à ce moment de la soirée, le téléphone du suspect était éteint. A priori, les enquêteurs savent que c'est une précaution d'usage qui est prise par bon nombre de délinquants lorsqu'ils commettent des méfaits. Alors, pourquoi Lelandais a-t-il éteint son portable à ce moment-là? Monsieur Lelandais indique qu'au cours de la soirée, effectivement, il a pris sa voiture, il a pris contact avec quelqu'un dont il ne donne pas d'identité, qu'il savait pouvoir lui fournir des produits stupéfiants et est allé chercher ces produits stupéfiants qu'il a ramenés à la salle des fêtes. Naturellement, spontanément, M. Lelandais n'avait pas vocation à dire aux enquêteurs écoutez, je suis allé fournir les gens en cocaïne. Face à ce suspect qu'ils ont surnommé Monsieur Réponse à tout, les enquêteurs sont dans l'impasse. Le lavage de la voiture, le téléphone éteint, les griffures, le short, les allers-retours suspects. Ce faisceau d'éléments semble désigner Nordal Lelandais comme le parfait coupable. Seulement, il n'y a dans l'enquête aucune preuve irréfutable contre lui. C'est pourquoi le samedi 2 septembre 2017, 7 jours après la disparition de Maëlys, le procureur adjoint de Grenoble fait à la presse une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Les 2 personnes, je vous confirme que les 2 personnes qui étaient gardées à vue ont été hier remises en liberté. En l'état, aucune charge n'était réunie contre elles. Quand on apprend que les 2 individus en garde à vue sont relâchés, notamment le premier, Nordal Lelandais, certains se disent que l'enquête repart à zéro. Nordal Lelandais a retrouvé la liberté,
De retour chez ses parents, l'ancien militaire accepte même de répondre aux questions des journalistes par téléphone. C'est très traumatisant comme expérience, donc rien à dire. Qu'il y ait des accusations, des choses comme ça, c'est tellement grave que je connais les mariés, bien sûr, c'est des amis, c'est d'autant plus désagréable tout ça, c'est pour ça. Nordal Lelandais va également s'expliquer sur les griffures qui avaient intrigué les gendarmes pendant sa garde à vue. Mais ça, c'est des choses courantes de la vie, je veux dire. On fait un bout de jardin, bon, des fois on se prend une petite branche dans les pieds, voilà, les enquêteurs ont bien compris et ont bien vu ces choses-là. À Pont-de-Beauvoisin, le même jour, des centaines de personnes se rassemblent pour participer à de nouvelles recherches. Malgré la pluie, la mobilisation citoyenne dépasse toutes les attentes. Une grande partie de la population a répondu présent, tout le monde se sent concerné, beaucoup de parents qui se disent « mais moi, si j'étais à la place des parents de Maëlys, écoutez, j'aimerais bien qu'on m'aide aussi ». En milieu de journée, ils sont plus d'1 millier à avoir répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Organisés en petits groupes, les bénévoles arpentent des kilomètres de bois et de forêts à la recherche du moindre indice. Dans des circonstances aussi dramatiques que celle-là, je crois que le citoyen et les gens, ils ont besoin aussi de se sentir utiles et de participer. Ça peut arriver à n'importe qui et il faut savoir que ça fait du bien qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent aider. Céline est une habitante de Pont-de-Beauvoisin. Elle a réuni un groupe de bénévoles pour inspecter des zones que les gendarmes n'avaient pas encore ratissées. Pour nous, c'était très important en fait de faire voir qu'on était là, qu'on continuait, qu'on y croyait. Chacun entretient l'espoir de retrouver Maëlys, même si la tâche semble titanesque. C'est une région qui est énormément boisée. Et on avait l'espoir de retrouver Maëlys cachée dans une cabane, dans les bois. Mais nous, en ayant recadrillé, tout recherché, sans rien trouver malheureusement. Pour tous les bénévoles, les fouilles se déroulent avec l'énergie du désespoir. Car tous se retrouvent peu à peu confrontés à une terrible évidence. Mais au moment où on recherchait, je crois que très vite on s'est rendu compte qu'inconsciemment on cherchait plus si la terre avait été remuée ou si... et on cherchait plus un corps d'enfant décédé. Ça, on s'en est rendu compte presque à notre propre insu en fait, qu'on cherchait plus un corps très vite qu'une petite fille qui allait nous arriver vivante dans les bras, quoi. À la fin de la journée, le bilan des recherches est sans appel. Toujours aucune trace de la fillette, toujours aucun indice qui pourrait mettre les gendarmes sur les traces de l'enfant. Une semaine jour pour jour après la disparition de leur fille, l'attente laisse place à la peur et au désespoir pour les parents de Maëlys. Ils sont juste à côté du téléphone et ils attendent à la fois avec espoir mais appréhension la sonnerie de ce téléphone pour leur dire on l'a retrouvée, votre fille, elle est vivante. Et puis les jours vont passer. Alors que l'espoir des parents de la fillette s'amenuise, un nouvel élément va venir bouleverser l'enquête. Au laboratoire de la gendarmerie, les techniciens qui analysent la voiture de Nordal Lelandais découvrent une trace ADN de Maëlys sur la commande des phares. Évidemment, ça change tout. Ça veut dire que Nordal Lelandais a touché Maëlys, qu'il a sur ses doigts l'ADN de Maëlys et qu'il a ensuite, dans un temps assez rapide, touché le commodo de phare de son véhicule. À ce stade de la procédure, pour les enquêteurs, le fait qu'on ait retrouvé de l'ADN de l'enfant dans le véhicule de M. Lelandais, c'était signé. Là, ils ont enfin un élément concret, c'est de l'ADN, et ils se disent là-dessus, il va craquer. Les gendarmes replacent alors Nordal Lelandais en garde à vue, et cette fois l'interrogatoire est beaucoup plus tendu. La garde à vue a été beaucoup plus musclée. Et par voie de conséquence, M. Lelandais a été beaucoup plus sur la défensive et un peu plus virulent dans ses réponses.
Vous n'avez pas le droit de me harceler comme ça, vous n'avez pas le droit de me parler comme vous le faites, vous n'avez pas le droit de me gueuler après. Je me souviens qu'il a dit ça à un moment. Pour la première fois, Nordal Lelandais perd son sang-froid. Dans le premier temps, il dit ben, je vois pas, je comprends pas pourquoi. Et puis donc après, c'est un moment de la garde à vue assez tendu. Il finit par indiquer que l'enfant serait monté dans sa voiture. Les gendarmes pensent que Nordal Lelandais va craquer, mais très vite le suspect se ressaisit. Nordal Lelandais, qui est un espèce d'acrobate, sorte d'anguille, va leur dire bah oui, effectivement, maintenant ça me revient, parce qu'il y avait 2 gosses qui jouaient au ballon, et j'avais les carreaux de ma voiture qui étaient restés ouverts, du coup le ballon est tombé dans ma voiture, et ils ont voulu monter tous les 2 dans ma voiture pour récupérer le ballon, et j'étais là, je les ai aidés, et donc voilà, s'il y a l'ADN de Maëlys dans ma voiture, c'est pour cette raison-là. Pour les enquêteurs, l'explication donnée semble un peu légère. Ce qu'ils cherchent désormais, ce sont des aveux. On est peut-être dans un rapport de force, où les enquêteurs, très clairement, avaient décidé de le faire craquer. Maintenant, il faut que tu craches. De toute façon, c'est toi, on sait que c'est toi, on est sûr que c'est toi, on a la preuve que c'est toi. Seulement, malgré la pression des gendarmes, Nordal Lelandais n'ira pas plus loin. Et puis, je crois qu'à un moment, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient fait le tour de leurs possibilités et de leurs capacités et qu'ils n'obtiendraient rien de plus. Nordal Lelandais est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est immédiatement placé en détention. Dès qu'elle apprend la nouvelle, la mère de l'ancien militaire réagit et crie à l'erreur judiciaire. Mon fils est innocent, c'est impossible qu'il puisse faire des choses pareilles. Voilà. C'est pas un violent, c'est pas un méchant. On cherche un coupable et on trouve un jeune homme parce que quand il était jeune, il a fait des bêtises, des petites bêtises. Et là maintenant, on trouve le coupable, voilà. Mardi 5 septembre 2017, au petit matin, les gendarmes se rendent à Domessin pour perquisitionner la maison de la famille Lelandais. Toutes les voies d'accès sont bloquées, la presse et les curieux sont tenus à l'écart. La propriété est entièrement fouillée, hein, vraiment de fond en comble. On cherche des traces potentiellement de Maëlys. Toute la journée, les gendarmes inspectent chaque pièce de la maison, à commencer par la chambre du suspect, où des vêtements et du matériel informatique sont saisis. Ils ne trouveront rien, pas l'ombre d'une trace de vie ou de mort de Maëlys au domicile des parents de Nordal. Après le départ des gendarmes, Christiane, la mère du suspect, accepte de nous ouvrir sa porte pour prouver qu'elle n'a rien à cacher. Alors là, vous êtes dans la chambre où dort Nordal. Bon, tout a été perquisitionné, donc tout est en bazar. C'est vraiment le chantier. Pour elle, cette perquisition a été un choc. Alors là, donc je trouve normal qu'ils aient fouillé le puits. Mais bon, je veux dire, ils sont venus voir si elle n'était pas là-dedans, mais ça, c'était impossible dans la mesure où je vous dis tout ce qu'il peut y avoir dessus. Hein. 10 jours après la disparition de Maëlys, toujours aucune trace de la fillette. Face au mutisme de Nordal Lelandais, les gendarmes décident de passer au peigne fin tous les endroits qu'ils fréquentaient habituellement. Des plongeurs inspectent les moindres recoins du lac d'Aiguebelette, où la famille Lelandais possède une barque et un cabanon. D'autres équipes arpentent les endroits où l'ancien militaire avait l'habitude de promener ses chiens. Mais encore une fois, toutes ces recherches ne donnent rien. Le 28 septembre, un mois après la disparition de la petite fille, ses parents décident de briser le silence lors d'une conférence de presse. Au premier rang, le journaliste Serge Pueyo découvre les visages de Joachim et Jennifer. Et on voit apparaître 2 parents complètement détruits par cette insupportable attente. C'est une maman qui lance un appel à l'aide, qui elle donc a le visage ravagé. On sent qu'elle a passé des nuits et des nuits sans sommeil et qu'elle est dans l'angoisse la plus totale.
Aujourd'hui, un individu est suspecté, mis en examen par des juges qui ont révélé des indices graves concordants à son encontre. À travers cette conférence de presse, c'est en fait à Nordal-Lelandais que s'adresse la mère de Maëlys. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide, car notre seul souhait, c'est de retrouver notre fille. Cette attente est insupportable. Pour y avoir assisté, c'est quand même une mère et un père qui exhortent le suspect de dire ce qu'il sait. Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous ne disons pas que nous recherchons un coupable à tout prix et sans preuve valable. C'était aussi effectivement un appel à l'égard du mis en cause, dont la maman dit qu'elle ne le désigne pas comme coupable, mais elle dit effectivement que cet individu, au regard des éléments qui ont pu être révélés, au regard aussi de son attitude lors du mariage, a des choses à dire. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvant nous aider à retrouver notre fille. Elle supplie le suspect d'aller plus avant dans ses explications, de dire la vérité, en disant « je veux savoir ce qu'est devenue ma fille ». Il faut qu'on nous le dise. En s'adressant directement à Nordal-Lelandais, la mère de Maëlys attend donc un geste de sa part. L'appel de la maman de Maëlys va émouvoir la France entière, mais surtout une personne, Christiane Lelandais, la mère de Nordal, qui est aussi devant son poste de télévision. Elle est joyeuse, dynamique, sportive. Elle adore les animaux et elle pense que tous ceux qui aiment les animaux sont des gens dignes de confiance. Dès le lendemain, le journaliste Serge Pueyo obtient une réaction de la mère de Nordal. Christiane Lelandais me dit qu'elle a entendu effectivement l'appel poignant de ses parents, qu'elle comprend la détresse des parents de Maëlys. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Et nous espérons que cet appel sera utile et aidera l'enquête. Je suis également une mère et je comprends la détresse des parents de Maëlys et je parlerai si mon fils me dit quelque chose. Christiane Lelandais racontera aussi aux journalistes la visite qu'elle a rendue à son fils à la prison de Saint-Quentin-Falavier. La maman de Nordal me dit à ce moment-là, j'ai vu dans les yeux de mon fils qu'il ne pouvait pas me mentir, qu'il disait la vérité, je le crois, je pense qu'il n'a absolument rien à voir avec la disparition de Maëlys. Mais malgré l'appel de la maman de Maëlys, Nordal-Lelandais s'enferme dans son silence. De leur côté, les parents de la petite fille doivent se résoudre à rentrer chez eux dans le Jura. Ils sont partis à 4 et ils reviennent à 3. C'est terrible pour eux. Hein. C'est d'accepter cette effroyable vérité qui est que leur enfant ne reviendra certainement plus dans ce qui est chez eux, leur pavillon, leur vie, leurs amis à côté, leur vie sociale, l'école pour la petite Maëlys, tous ses copains, copines à qui il va falloir expliquer que non, quelque chose s'est passé, elle ne reviendra plus. S'il reste en effet peu d'espoir à Joachim et Jennifer de retrouver leur fille vivante, ils s'accrochent pourtant de toute leur force et vont à nouveau prendre la parole le 5 novembre 2017, le jour de l'anniversaire de leur fillette. Ses parents veulent rendre hommage à leur fille et fêter cet anniversaire, et donc ils décident d'organiser un lâcher de ballon sur un stade de football à la mi-temps d'un match aux Abrets, pas loin de Pont-de-Beauvoisin. C'est quelque chose qui a été organisé par les proches, par les amis, par la famille des parents de Maëlys. Il s'agissait aussi pour eux, j'imagine, de dire qu'ils n'oubliaient pas leur enfant et qu'ils pensaient toujours à elle. Nous, tes parents, ta sœur, notre famille, nos amis, on est tous présents pour toi. Nous voulons que la vérité soit révélée le plus vite possible. On remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui, qui nous soutiennent dans notre malheur. Voilà. On t'aime, Maëlys. On t'aime, Maëlys. Maëlys. Bon anniversaire, mon cœur. Bon anniversaire. Les jours et les semaines passent, la petite fille reste introuvable. Mais ce qui est devenu l'affaire Maëlys est loin d'être terminé. Le vendredi 20 octobre 2017, le visage de la fillette fait à nouveau la une des médias.
cœur de l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys il y a près de 2 mois. Un cliché pris par des caméras de vidéosurveillance sur la route. Au volant, le suspect, Nordal Lelandais, à l'heure où la fillette a disparu. En pleine nuit, des caméras de surveillance de pont de Beauvoisin ont filmé la voiture de Nordal Lelandais. Et les images tirées de cette vidéo ont de quoi inquiéter les enquêteurs. Sur cette vidéo, Nordal Lelandais est identifié grâce au bracelet qu'il porte à un poignet. Mais ce qui intrigue surtout les enquêteurs, c'est que du côté passager, sur le siège passager, apparaît une forme blanche. Maëlys, elle, portait une robe blanche lors de la soirée du mariage, donc ça pourrait coïncider. Le problème, c'est que la qualité de l'enregistrement laisse planer le doute. L'image est floue, elle a été prise de nuit, le véhicule était en train de se déplacer. Impossible de dire avec certitude que c'est l'enfant qui se trouvait sur le siège passager au moment où la caméra de vidéosurveillance a saisi cette scène. Alors, est-ce Maëlys qui est assise sur le siège passager de la voiture? Le 30 novembre 2017, au palais de justice de Grenoble, les juges posent la question à Nordal Lelandais. Et après une journée d'interrogatoire, le procureur de la République tient une conférence de presse qui ressemble déjà à un réquisitoire. Aujourd'hui, Nordal Lelandais a été entendu toute la journée. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Et le procureur Coquillard va amener un certain nombre d'éléments majeurs, parce qu'il va revenir grâce à la vidéosurveillance et aussi grâce au portable de Nordal Lelandais, eh bien, on va pouvoir obtenir la version des enquêteurs sur ce qui s'est passé cette nuit-là, minute par minute, presque seconde par seconde. La chronologie de cette nuit peut se résumer ainsi. La disparition de Maëlys a été fixée à 2h45. Elle est fixée grâce à un certain nombre d'éléments, de chansons, de chronologie avec le disque jockey et avec un certain nombre de témoignages. Or, 1 minute plus tard, à 2h46, Nordal Lelandais éteint son téléphone portable et disparaît. Mais coup de chance, pour les gendarmes, au même moment, sa voiture est filmée par la caméra de surveillance. Et il y a un détail qui les intrigue. Il y a une vidéosurveillance où on pense le voir avec cette fameuse forme blanche qui pourrait, selon les enquêteurs, être Maëlys. Pour le procureur de Grenoble, il n'y a aucun doute, les images parlent d'elles-mêmes. À l'avant du véhicule, une silhouette frêle, de petite taille, qui est vêtue d'une robe blanche, se trouve sur le siège passager avant. Et pendant 37 minutes, il va s'absenter. Et que dit le procureur? Il dit qu'il va revenir et qu'il est refilmé par cette vidéosurveillance. Et cette fois-ci, il est seul. Plus de traces blanches, plus de Maëlys ou autre personne. En tout cas, il est revenu seul. L'hypothèse malheureusement la plus probable, c'est que l'enfant a été enlevé à cette heure-là. Il revient sans. Donc pour nous, c'est la période où l'homicide a eu lieu. À 3h25, 1 minute après avoir été filmé seul par les caméras, Nordal Lelandais rallume son téléphone et réapparaît à la salle des fêtes. Maëlys. À ce moment-là, tout le monde cherche Maëlys. Mais bizarrement, Nordal, lui, ne restera sur place qu'une demi-heure, jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Il est alors 3h55, Lelandais éteint à nouveau son portable. Le téléphone ne sera réactivé qu'à 7h06. Nordal Lelandais se situe alors dans la zone de son domicile. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 4 heures? Sur ce point précis, Nordal Lelandais ne donne aucune explication. Mais pour les magistrats, les preuves semblent désormais suffisantes. À l'issue de son audition, il a été mis en examen par les 3 juges d'instruction pour
le meurtre précédé d'un autre crime. En clair, le Landais est accusé de meurtre précédé d'un enlèvement. Son nouvel avocat décide alors de répondre au procureur. Il remet notamment en doute l'heure de la disparition de Maëlys. Bien sûr qu'il y a des zones d'ombre, mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'à 2h45, l'enfant n'a pas disparu. Donc... Et qu'à 3h15, elle est dans la salle de mariage, ce qui signifie qu'elle a disparu entre 3h15 et 3h30. À 3h30, il est sur place, tout le monde le voit. C'est tout ce que je dis. On peut penser que Maître Alain Jakubowicz est convaincu au départ de l'innocence de Nordal Lelandais. Parce que Nordal lui dit « Ce n'est pas moi, effectivement, tout est contre moi, tous ces éléments, mais je vous assure, je vous jure que ce n'est pas moi. » Il est avocat. Et donc, il va construire toute sa stratégie de manière volcanique, un peu éruptive parfois, en disant « Mais personne n'a rien compris dans cette histoire. Le procureur n'est pas rigoureux sur la chronologie des faits. » Et il va aller de plateau en plateau expliquer cela. Est-ce que vous voulez nous dire là que vous voulez semer le doute et dire maître, non. Oui, c'est ça. Moi, je veux semer le doute et monsieur le procureur de la République, lui, fait un réquisitoire à l'audience, mais à la télévision, mais ça n'inquiète personne. Non. Arrêtez. Je veux que l'on arrête cela. Je ne suis pas dans une stratégie. Une enfant a disparu. Qu'on arrête avec ça. L'avocat de Nordal Lelandais répond aux accusations du procureur et instille le doute. Mais 15 jours plus tard, son client se retrouve au cœur d'une nouvelle affaire criminelle, réduisant à néant toute la construction de sa défense. Déjà soupçonné d'avoir tué la petite Maëlys, Nordal Lelandais a donc été mis en examen aujourd'hui pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Nordal Lelandais n'est plus soupçonné de la seule disparition de Maëlys, mais aussi celle d'un jeune caporal de 24 ans, Arthur Noyer. Le principal suspect... Plus en plus d'éléments sanctionnés. On y voit la voiture du principal suspect, Nordal. La médiatisation de l'affaire Maëlys a attiré l'attention d'une autre équipe de gendarmes, à Chambéry cette fois. Depuis 8 mois, ils recherchent Arthur Noyer, un militaire disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Le jeune homme est filmé par une caméra de surveillance. Il est à pied. Et chose curieuse, une Audi A3 apparaît au même endroit et dans le même créneau horaire que le jeune caporal. Pour eux, c'était un véhicule potentiellement suspect. Ils ont essayé de retrouver la trace de cette Audi A3. Le problème, c'est qu'en Savoie, il y avait 2900 véhicules du même type qui circulaient dans le département. Le travail est titanesque et n'aboutira à rien. Et c'est plus tard, lorsque l'affaire Maëlys a éclaté, et que l'on a appris que le suspect de l'affaire Maëlys, Nordal Lelandais, roulait justement dans une Audi A3 grise, que cela a fait tilt dans l'esprit des enquêteurs. Ils se sont dit, est-ce qu'effectivement la voiture de Nordal Lelandais n'était pas celle qui circulait également le même soir de la disparition du caporal Arthur Noyer? Le jeune militaire a disparu alors qu'il passait la soirée dans les bars du Carré Curial, en plein centre de Chambéry. Lorsque vers 3 h du matin, il a quitté seul une boîte de nuit pour retourner à sa caserne. Des gens l'ont vu effectivement commencer à faire du stop sur une artère de la ville et ensuite plus rien, plus aucune trace. On ne sait pas ce qu'il est devenu, personne ne l'a revu à la caserne, aucun témoin ne l'a vu à Chambéry ou ailleurs. Il s'est proprement volatilisé. Les parents du jeune homme alertent la presse. Et à l'époque, Serge Puyot est l'un des premiers journalistes à les écouter. Je rencontre les parents du caporal Arthur Noyer. Ce sont des parents totalement effondrés, qui ne comprennent pas ce qui a pu se passer, comment leur fils a pu se volatiliser ainsi. C'était quelqu'un, me disent-ils, qui était bien dans ses baskets, qui était bien intégré à l'armée, avait la confiance de ses supérieurs, un jeune homme qui aimait faire la fête, qui aimait le rock, danser. Voilà, quelqu'un qui n'était pas dans la déprime. Arthur, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu as 24 ans. Tu nous manques terriblement. Nous espérons à chaque instant de tes nouvelles. Nous sommes là tous pour toi et nous continuerons ensemble à remuer ciel et terre jusqu'à ce que la lumière soit faite. L'affaire Maëlys
permet donc aux gendarmes de Chambéry d'avancer dans l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer. Ils ont enfin un suspect. Et quand ils comparent les téléphones de Nordal Lelandais et celles du jeune militaire, ils remarquent que les deux hommes se trouvaient au même endroit, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Des investigations précises sur le téléphone de Nordal Lelandais démontraient qu'il se trouvait dans le secteur du Carré Curial à Chambéry au même moment qu'Arthur Noyer. Puis, que le téléphone de Nordal Lelandais avait déclenché les mêmes relais que ceux d'Arthur Noyer sur les secteurs de la place Paul Chevalier à Chambéry, puis sur la commune de Saint-Baldoff et enfin sur celle de Saint-Joire. La vitesse de déplacement repérée sur les bornes téléphoniques démontrait clairement qu'après la place Paul Chevalier, Arthur Noyer s'était déplacé dans un véhicule et non plus à pied. Et donc ils se sont dit que les deux hommes étaient probablement dans le même véhicule, l'Audi A3 de Nordal Lelandais. Mais les gendarmes découvrent qu'il n'y a plus aucun espoir de retrouver Arthur Noyer vivant. Et voici pourquoi. Le 18 décembre, l'enquête s'accélère. Des résultats d'analyse ADN tombent. Un crâne, retrouvé 3 mois plus tôt sur un chemin de randonnée à 16 km de Chambéry, est enfin identifié. Il s'agit de celui du jeune caporal. Pour la maman du militaire, cette nouvelle est un choc terrible. Elle décide, devant les caméras, d'envoyer un dernier message à son fils. Arthur, mon grand, nous avons toujours gardé espoir de te revoir un jour. Mais là, aujourd'hui, nous savons que nous ne te reverrons plus jamais. Une dure et douloureuse réalité. Je ne trouve pas de mots ni de courage pour exprimer notre immense chagrin. Nous savons tous que tu étais un jeune homme aimant, prévenant, courageux. Nous sommes fiers de toi et nous t'aimons tellement fort. Alors essaie de reposer en paix. Nordal Lelandais, déjà incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier depuis 3 mois, est placé 48 heures en garde à vue pour l'assassinat d'Arthur Noyer. Et cette fois, les gendarmes espèrent bien le faire avouer, car ils ont en leur possession plusieurs éléments troublants. L'examen du téléphone de Nordal Lelandais établissait qu'il avait effectué, le 25 avril 2017, des recherches sur Internet en utilisant les mots-clés « décomposition d'un corps humain ». Des recherches effectuées le 25 avril, soit 13 jours après la disparition du militaire. Pourtant, Nordal Lelandais reste sur sa ligne de défense. Nordal Lelandais, comme dans l'affaire Maëlys, a nié tout en bloc, toute implication dans la disparition du jeune militaire. Il a juste reconnu qu'effectivement, il était présent le soir de la disparition d'Arthur Noyer au Carré Curial à Chambéry, mais sinon, il ne reconnaît absolument rien d'autre. Il dit qu'il est absolument innocent dans cette affaire, qu'il n'a rien à voir avec la disparition du jeune militaire. Malgré ces dénégations, Nordal Lelandais est mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Maëlys, 9 ans. Arthur Noyer, 24 ans. Les gendarmes se demandent si Nordal Lelandais ne serait pas un tueur en série. Et ils s'intéressent maintenant à d'autres disparitions dans la région. Le procureur de Chambéry reconnaît qu'effectivement, il va y avoir un examen d'autres disparitions qui sont restées mystérieuses, jamais élucidées, pour effectivement essayer de déterminer si Nordal Lelandais n'était pas présent le jour de sa disparition et si potentiellement il n'est pas à l'origine effectivement d'autres enlèvements, voire d'autres meurtres. Parmi la dizaine d'affaires non résolues dans la région de Chambéry, celle de Jean-Christophe Morin, disparu en 2011 près d'Albertville. C'est un journaliste qui, par téléphone, apprend au père du disparu le lien possible entre son fils et Lelandais. Et j'ai dit, attendez, je m'assois. J'ai carrément dit, je m'assois parce que là, je comprends plus rien de ce que vous me dites.
Elle fait oui, avec l'affaire Lelandais, Jean-Christophe est impliqué, il pourrait être disparu à cause de lui. Là, je revenais pas. J'arrivais même plus à, dans mon cerveau, ça a tout se mélanger. Ce qui est horrible, c'est d'imaginer le pire. Je pense qu'avant, moi, j'ai imaginé le pire, mais là, quand on parle de Monsieur Lelandais, on passe encore un cap. Si je me dis que Jean-Christophe est victime d'un serial killer, je tiendrai pas. On tient pas en tant que famille, c'est pas possible d'imaginer ça. Jean-Christophe Morin a disparu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2011. Il assistait à ce festival de musique électronique au fort de Tamier. Quand on m'a annoncé que Jean-Christophe n'était pas revenu de la soirée depuis 5 jours, pour moi c'était signe qu'il lui était arrivé quelque chose. Il y avait eu quelque chose, c'est pas possible. Il avait une amie, un chien, des amis. Même si nous, il ne nous voyait pas régulièrement, on ne s'appelait pas toutes les semaines. Quand on se croisait, on était bien contents de se voir et ça se passait bien. Il ne s'est pas fâché avec la famille, il ne s'est pas fâché avec moi. Son dernier coup de fil, comme je dis, c'est le 5 juin, le jour de la fête des pères. À 7h30, il m'appelle pour dire « bonne fête papa ». C'est la dernière fois que je l'ai entendu parler. On ne s'est pas fâché, on en a rigolé. Donc il n'avait aucune raison de partir comme ça. D'autant que la dernière personne à avoir vu vivant Jean-Christophe à la soirée révèle aux enquêteurs un élément très inquiétant. On est certain que Jean-Christophe est parti de la soirée dans un état de panique en disant qu'on voulait lui faire du mal. Ça, c'est une déposition qui est faite à la gendarmerie de Sallanches, c'est les derniers mots de Jean-Christophe. Malgré ce témoignage, la famille de Jean-Christophe peine à convaincre les gendarmes d'engager d'importantes recherches. À partir du moment où quelqu'un ne revient pas alors qu'il est parti pour s'amuser, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que peut-être il faut faire une autre enquête et qu'il faut se dire que c'est pas simplement les chasseurs ou les ramasseurs de champignons qui vous ont annoncé qu'ils ont retrouvé des ossements. La famille Morin organise alors une battue avec des amis et des bénévoles. On était plus d'une cinquantaine, une soixantaine. Sur place, un mois après, pour faire des recherches. Il y a les gens qui n'avaient pas trop de bonnes chaussures, ils se sont occupés des champs et des chemins. Nous, on est montés le long des falaises. Un hélicoptère qui a survolé les bois pour voir s'il n'était pas dans les branches. Des alpinistes qui ont fait tout le bord du fort Tamier. Les chasseurs avec leurs chiens qui se sont occupés du fort en bas pour tout leur chemin qu'ils connaissent bien, eux. Rien. Alors moi j'étais plutôt content parce que si on trouvait quelque chose c'était très grave, donc on trouvait rien, tant mieux. Et après, on attend. Adeline distribue des tracts, colle des affiches, crée une page sur Facebook, en vain. Le silence toujours et l'attente insupportable. Depuis, chacun s'accroche à ses espoirs, à sa vérité. Pour moi, il est vivant. Moi, j'attends aujourd'hui qu'un copain à côté de lui ou un ami prenne le téléphone, parce que s'il ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas, qu'il prenne le téléphone et qu'il nous dise « mais foutez la paix à Jean-Christophe, il est vivant, tout va bien ». Seulement cet appel ne viendra pas. Et 1 an après la disparition de Jean-Christophe, l'impensable va se produire. Un deuxième homme disparaît après s'être rendu au même festival électronique du fort de Tamier. Il a 45 ans, il s'appelle Ahmed Amadou. Je ne vois pas du tout mon frère disparaître. C'est pas dans son état d'esprit, il était très proche de la famille. Il venait nous voir régulièrement, il nous appelait régulièrement. J'ai tout de suite, dans ma tête, je me suis tout de suite dit qu'il est mort, qu'on l'a tué. Cette nouvelle disparition, une fois encore sur les hauteurs du fort de Tamier, inquiète aussi la sœur de Jean-Christophe Morin. L'hypothèse du pire, c'est-à-dire le pire pour moi, c'est qu'on fasse du mal à Jean-Christophe. Moi j'ai essayé de la mettre de côté au début. Quand Ahmed a disparu, on se dit, je peux difficilement me voiler la face. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse du mal là-haut et qu'on ait fait du mal
la première fois à Jean-Christophe. Après, j'en ai parlé. On a essayé d'aller en gendarmerie, on a essayé d'aller voir le procureur. On nous a dit que de toute façon, les affaires n'étaient pas liées. Ahmed et Jean-Christophe, c'était 2 dossiers différents. Et comme il n'y avait pas de lien entre les deux, on renvoyait les dossiers aux gendarmeries des domiciles respectifs. Mais aujourd'hui, pour les enquêteurs, avec l'affaire Lelandais, ces 2 disparitions a priori distinctes pourraient être liées. Alors c'est vrai que dans ce genre de festival, il y a de la drogue qui circule. De la drogue, c'est vrai que ça rappelle un peu Nordal Lelandais qui est habitué à trafiquer un petit peu dans ce milieu des stupéfiants. Voilà, les familles se disent, est-ce que Nordal Lelandais potentiellement n'était pas également au fort de Tamier lors de ces festivals? Ahmed habitait à 7 km de pont de Beauvoisin et à seulement 1 heure de route du fort de Tamier. Il a donc très bien pu croiser la route de Nordal Lelandais. C'est en tout cas ce que pense sa sœur. Il n'y a pas de bus, c'est mal desservi. Et du coup, souvent, il faisait du stop pour se rendre à Pont-de-Beauvoisin. Et il se peut que le Hollandais, il l'ait pris en stop ou qu'il l'ait rencontré à Pont-de-Beauvoisin, parce que Pont-de-Beauvoisin, c'est tout petit et les gens se connaissent très vite, dans un bar ou autre. Et donc, à partir de là, elles se disent, pourquoi pas effectivement une rencontre fortuite à un moment entre Nordal Lelandais et leur frère disparu, en se disant que la clé d'énigme est peut-être là. Pour les familles, le doute est insoutenable. Elles ont demandé au procureur de la République que des rapprochements soient effectués entre leurs proches disparus, Jean-Christophe et Ahmed, et Nordal Lelandais. Et ce que j'aimerais, c'est que justement les enquêteurs aillent chercher là-haut justement, voir est-ce que Lelandais était à ce moment-là, ce jour-là, là-bas, et qu'ils fassent plus de recherches. Jusqu'à maintenant, on est toujours en train de se poser des questions, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Et on a vraiment envie de savoir la vérité et que justice soit faite. Comme la famille Morin et la famille Amadou, une autre famille cherche à savoir si Nordal Lelandais pourrait être impliqué dans la disparition de leur fils. À 150 km de là, à Saint-Étienne, c'est la famille d'Adrien, 22 ans, étudiant, et disparu depuis le 6 octobre 2010. En 2010, mon fils est parti, comme d'habitude, en cours de droit. On s'est vu le matin, il m'a dit en partant, écoute, je termine tard ce soir à 19h30, est-ce que tu peux me récupérer? Et il a fermé la porte, il l'a rouverte. Au fait, j'ai oublié. Et il me dit, oula, n'oublie pas ma cartouche d'imprimante parce que j'en ai vraiment besoin ce soir. Il n'y a pas de souci. Merci. Ce matin-là, c'était le dernier jour où j'ai vu mon fils. En fait, les policiers découvrent qu'Adrien n'est jamais arrivé à la faculté. Par contre, l'enquête le dit, son téléphone a bien borné à Saint-Étienne et il a terminé de borner à Chambéry à 17h37 et ça a été terminé. Pas loin de la gare, à Chambéry. C'est malheureusement cette ville qui résonne dans nos têtes depuis 7 ans. Chambéry, Chambéry, Chambéry. Et là, tout d'un coup, il apparaît une énorme affaire sur Chambéry, des disparitions, des choses bizarres qui se passent là-bas. Désormais, la mère du jeune étudiant souhaite que la justice recherche si Nordal Lelandais pourrait être aussi impliqué dans la disparition de son fils. Il faut qu'on ouvre cette porte et puis que l'on sache, il n'est pas question d'accuser, bien entendu. Monsieur Lelandais, il n'est pas question. Mais on a une porte qui s'ouvre et on la prend. Vous vous rendez compte, si jamais c'était ça, comment on finit les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui tournent. Beaucoup de choses atroces qui tournent. Et on a peur. Mais il faut savoir. Moi, je dois savoir. Je sais que je m'attends au pire. Je sais, mais je dois savoir. Et je ne lâcherai pas.
À ce jour, rien ne prouve l'implication de Nordal Lelandais dans les disparitions de Jean-Christophe, Ahmed et Adrien. Nordal Lelandais bénéficie de la présomption d'innocence. De leur côté, les parents de Maëlys vivent depuis 5 mois dans cette terrible angoisse de ne pas savoir ce qui est arrivé à leur fille de 9 ans. Mais début février, coup de théâtre. Les experts de la gendarmerie font une avancée considérable. En toute discrétion, les enquêteurs, dans le secret de ce grand bâtiment où l'Audi A3 a été entreposé, eh bien, les enquêteurs, après des heures et des heures de recherche, vont trouver ce qu'ils attendaient depuis des mois, cette micro-gouttelette de sang de Maëlys. Mais comment ces experts sont-ils parvenus à découvrir une goutte de sang alors que Nordal Lelandais a nettoyé sa voiture de fond en comble? On se rappelle qu'il avait nettoyé ce coffre, la vidéosurveillance le montrait, avec un produit très très fort, un détergent, ce qui avait permis d'effacer toutes ces traces. Et puis les enquêteurs se sont dit, on va tenter une dernière fois avec d'autres moyens, parce que la vérité, le secret se trouve certainement dans ce coffre, et à force d'efforts, une micro-gouttelette de sang va faire émerger la vérité. Incroyable. Après 5 mois d'investigation, du sang de Maëlys est retrouvé dans la voiture de Nordal Lelandais. L'ancien militaire n'a jamais évoqué un tel scénario. C'est la science qui l'accule. Évidemment, la donne change. Là, c'est une preuve accablante. C'est-à-dire que c'est plus la présence de Maëlys dans la voiture, c'est la présence de Maëlys blessée ou peut-être morte déjà dans le coffre. Et à partir du moment où on a cette trace de sang, le système de défense forcément est obligé de changer. Informé de ce nouvel élément capital, l'avocat de Nordal Lelandais s'entretient le 13 février avec son client. Et cette fois, il adopte une toute nouvelle stratégie. Lorsque nous sommes quittés hier, j'ai reçu mandat de sa part de prendre immédiatement contact avec les juges d'instruction pour leur dire qu'il souhaitait être entendu et ne pas attendre la date de l'audition qui était prévue. C'est un revirement total de Maître Jakubowicz. On l'avait vu sur les télés, volcanique, en train de dire « Mais mon client est innocent !» Écoutez les témoignages qui disaient qu'il était là lors de la disparition de la petite Maëlys. Et puis là, confronté à tous ces éléments factuels, scientifiques, eh bien, il va devoir faire une volte-face, aller voir son client et le convaincre que la conduite à suivre, eh bien, de faire des aveux, c'est un coup de théâtre incroyable. La semaine dernière, le 14 février à 8h du matin, Nordal Lelandais est extrait de sa cellule et interrogé par le juge d'instruction. Après 5 mois de silence, l'homme avoue ce que la famille de Maëlys redoutait. Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte. Ce matin du 14 février 2018, Nordal Lelandais confirme la mort de Maëlys. Il a effectivement indiqué que la mort de Maëlys était une mort accidentelle. Il n'a pas souhaité s'exprimer à cet instant sur les circonstances de cette mort, indiquant que la seule chose qui comptait pour lui à cet instant-là était de retrouver Maëlys. Et là, c'est plus du tout le même Nordal Lelandais qui avait réponse à tout, qui était infaillible, qui était un mur devant les enquêteurs. C'est presque un petit garçon désemparé et qui sait qu'il a perdu la partie. Selon Maître Jakubowicz, Nordal Lelandais avoue en pleurs. Il accepte de révéler l'endroit où il a caché le corps. Seulement ses souvenirs semblent confus.
Vous savez, lorsqu'il a dit « je vais vous conduire à l'endroit où se trouve Maëlys », mais c'était la nuit. J'ai roulé, j'ai perdu les moyens, j'ai perdu la tête, je ne sais pas où je suis allé. J'ai roulé et j'ai laissé à un endroit Maëlys. Et il n'était pas du tout sûr de retrouver cet endroit. Il faut absolument retrouver le corps de Maëlys. Le juge organise un convoi de gendarmerie avec Nordal Lelandais qui tente de retrouver l'endroit où il a caché la fillette. Les enquêteurs savent qu'ils ont besoin maintenant de retrouver le corps pour valider toutes leurs recherches. Parce que s'ils ne l'ont pas, il restera encore ce grand mystère. Il a pu inventer, il a pu mentir. Les recherches durent. Les gendarmes s'impatientent. Sont-ils en train de se faire balader? C'est avec les gendarmes, on a avancé, on a reculé, on a pris une route, on a pris une autre route. On hésitait, on avançait, on reculait. Il a donné des indications, ces indications sont révélées exactes. Et puis, à un moment, on est arrivé à un endroit, on a dû appeler une déneigeuse pour pouvoir progresser, pour accéder jusqu'à cet endroit. La déneigeuse est arrivée et il est monté. Et petit à petit, on a vu qu'il se réappropriait ces lieux, que des flashs sûrement lui sont revenus. Et on est descendu à un moment avec la juge d'instruction et certains enquêteurs à des endroits, mais ce sont des endroits extrêmement escarpés. Et là, on le voyait, il a dit « j'ai tourné à gauche », etc. Il a montré des rochers. Et puis à un moment donné, à un endroit caché, discret, eh bien, les enquêteurs vont découvrir un premier tas de ossements et vont savoir que ce que Nordal Lelandais malheureusement disait était bien vrai. Et voici les titres. Le procureur de Grenoble annonce la découverte du corps de Maëlys et les aveux de Nordal Lelandais. L'ancien militaire affirme avoir tué accidentellement la fillette avant de dissimuler son corps. Devant la juge d'instruction, Nordal Lelandais n'explique pas comment la mort de Maëlys est intervenue, mais il relate sa version du déroulé de la soirée du mariage. Il explique qu'il est allé au vin d'honneur, qu'on fait souvent dans tous les mariages, et que là, il a rencontré quelques amis. Il n'était pas invité au départ. Simplement, un certain nombre de personnes savent le petit trafic qu'il fait. En l'occurrence, il lui propose d'amener le soir des friandises. Les friandises, c'est simplement de la cocaïne pour un plaisir du soir pour les invités totalement illégal. Il dit qu'il va arriver, il va rencontrer la petite Maëlys, et c'est là une grande part d'ombre que devront éclaircir les enquêteurs plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il a eu un coup de folie? Est-ce que c'était mûrement préparé? Pourquoi Maëlys? Pourquoi ce moment de la soirée où il y a 280 personnes? Pourquoi il bascule à ce moment-là? Ça, c'est encore la grande part de mystère de Nordal Lelandais. En tout cas, on sait ensuite qu'il est parti avec la petite, qu'il a éteint son portable pour être en toute discrétion, comme le font les grands truands, pour être invisible. Et là, l'Audi A3 grise eh bien, est parti, a fait quelques kilomètres vers le domicile familial, où Nordal a vraisemblablement tué la petite Maëlys dans une cabane à côté. Ensuite, il revient, il fait bonne figure, il fait même semblant de participer aux recherches, parce qu'à ce moment-là, on a découvert la disparition de Maëlys. 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 Il va tourner, il va chercher sur le parking, etc. Les gendarmes arrivent, l'enquête commence, et puis il fait bonne figure, et puis finalement, il s'en va. Il referme son portable, mode avion, discrétion encore. Il arrive à la cabane, et là, entre 4h et 7h du matin, eh bien, il va prendre la dépouille de la petite et s'en aller vers un massif, quelques kilomètres plus loin, aller dans un lieu qu'il pense tout à fait discret, tout à fait inviolable, pour dissimuler le corps de la petite. Après 2 jours de recherche, tous les ossements de Maëlys ainsi que sa robe et une chaussure sont retrouvés. Mais il reste toujours à connaître les conditions exactes de sa mort. Face à ces demi-aveux de Nordal Lelandais, la police technique et scientifique va peut-être finir
cette histoire, donner une conclusion. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les experts de la gendarmerie sont en train d'étudier l'histoire de ces ossements. Quels coups ont été portés ? Et vont pouvoir peut-être retracer cette rencontre brutale et ce qui s'est passé ce soir-là entre Nordal-Lelandais et la petite Maëlys. Pour les parents et la sœur aînée de Maëlys, le choc est terrible. Le lendemain matin, Jennifer, la mère de Maëlys, s'exprime au travers de son compte Facebook. Elle s'adresse d'abord au bourreau de sa fille. Toi, l'assassin de ma fille, Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison, jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Puis, elle se confie à Maëlys. Tu nous manques tellement. Ton combat, on le mènera jusqu'au bout, ma princesse, unie pour la vie. La découverte de la dépouille de Maëlys rappelle aux parents du caporal Arthur Noyer le cauchemar qu'ils ont vécu 2 mois plus tôt. Et on a suivi l'évolution de près. Et ça ressemblait à ce qu'on a vécu le 20 décembre. Enfin, c'était... voilà. C'est éprouvant. Tellement éprouvant que les parents d'Arthur Noyer n'auront pas la force de lancer un appel à Nordal-Lelandais. C'est leur avocat qui va s'en charger. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il nous dise ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il sait. On est prêt à tout entendre. On est prêt à entendre des choses terribles, comme on est prêt à entendre des choses qui pourraient aussi le disculper. Mais quelle est la part d'ombre aujourd'hui de Nordal-Lelandais ? Combien de secrets recèle-t-il encore ? Personne ne le sait.